Merci beaucoup. Je remercie votre média, Empreinte Média, qui est un média naissant, mais qui se distingue par le sérieux dans le traitement des sujets que vous abordez pour éclairer l'opinion publique. Les médias ont un pouvoir important et vous jouez pleinement ce pouvoir et soyez félicités de votre engagement patriotique, mais surtout professionnel. Concernant le sujet relatif à l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilébizé, je pense que dans notre pays, on a un problème avec la démocratie. La démocratie, c'est les opinions diverses et variées, certes, mais en démocratie, il y a aussi une dimension qui est importante, qui est celle des valeurs. Les valeurs publiques, les valeurs morales. Et donc, il faut, à nos hommes politiques, un certain nombre de valeurs. Les valeurs de réserve, les valeurs d'humilité, mais surtout les valeurs d'acceptation de notre passé. Et il ne suffit pas de dire pardon ou de dire qu'on a mal fait hier, on l'assume, et aujourd'hui, on exige aux autres de bien faire. Non, la modestie voudrait que lorsqu'on a le pressentiment qu'on est mal fait, on adopte une posture de réserve et accompagnons ce qui se fait dans l'idée que pour notre pays, les mêmes erreurs ne doivent pas se reproduire ou que pour notre pays, nous devons faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui à la charge de l'État ne commettent plus les mêmes erreurs. Et je pense qu'en ce sens, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilébizé a un rôle majeur à jouer, celui d'être un peu comme un conseiller de la transition dans l'idée que l'expérience passée doit pouvoir éclairer ce qui se fait actuellement. Et c'est en cela que nous, jeunes Gabonais, nous attendons nos leaders dans la propension à mettre l'intérêt du Gabon au-dessus de tout ce qui se fait. Or, nous avons malheureusement le pressentiment que nous sommes toujours dans des guerres de tranchées, dans des guerres d'ego, dans des guerres de positionnement. Il faut que notre pays sorte de ces sentiers battus et que les uns et les autres acceptent l'idée que pour construire le Gabon, nous allons le construire dans ce que Karl Popper appelle l'hostilité amicale. Accepter qu'on a mal fait, donner la chance aux autres de faire mieux, de faire ce qu'eux ils ont à proposer, mais surtout aussi de laisser les gens s'épanouir. Moi je suis contre les gens qui veulent à tout prix que le Premier ministre se taise. Non, il ne s'agit pas de faire taire les gens. Il s'agit de rappeler aux gens que la morale politique, la morale publique doit faire en sorte que, devant certaines circonstances, devant certaines situations, nous sachions raison garder. Il faut toujours savoir raison garder. Et la raison ici, c'est d'amener la transition à aller vers des lendemains meilleurs. Et après la transition, que le jeu politique se fasse, que les gens qui ont des ambitions politiques se positionnent concurrentiellement. Mais pour cette période de transition, c'est la concorde nationale qui doit primer. C'est le consensus républicain qui doit primer. Et voilà un peu modestement le point de vue que le nôtre sur ces sorties multipliées, empreint d'invectives, empreint de débats tranchés que nous assistons depuis un certain moment. Je pense que il faut partir dans les fondamentaux de notre histoire. Depuis les pères de la nation, notamment les feux présidents Léomba et Omar Bongo, le Gabon a cultivé un élément qui est le trait caractéristique de notre vie publique ou de notre vie politique. C'est la démocratie consensuelle. C'est-à-dire la démocratie qui sort des tranchées, la démocratie qui sort de l'altérité absolue, la démocratie qui sort d'une dualité radicale. C'est cette démocratie consensuelle qui a fécondé le vivre ensemble pacifique dans notre pays et qui nous a toujours préservé des conflits, parfois lorsque les prévisions pouvaient paraître chaotiques. Donc, qu'Alain-Claude Bilébizé soit en accord sur certains points avec la transition, cela procède de la démocratie consensuelle. C'est quoi la démocratie consensuelle? La démocratie consensuelle, c'est d'éviter ce que Martin Heidegger, philosophe, appelait le dialogisme de convergence, c'est-à-dire
imposer les gens tout de suite à être d'accord. La démocratie consensuelle, c'est d'écouter, de faire quereller les idées et de parvenir à ce que l'intérêt supérieur de la nation triomphe. Donc, quand l'un aujourd'hui soit classé pour certains comme opposant, qu'il soit catégorisé pour d'autres comme un opposant du pouvoir, qu'il soit perçu comme un citoyen engagé, tel est que il faut que nous sauvegardions ce principe de démocratie consensuelle qui est le gage de notre développement, mais surtout de notre socialisation de paix. Justement, en lisant la conférence, en lisant le communiqué du ministre de l'Intérieur, et suivant la conférence de presse qu'il a animée quelques heures après, je pense que c'est un philosophe toujours, vous allez me dire que je sais beaucoup de philosophes, c'est un philosophe toujours, Ernest Renan, qui dit que le vivre ensemble est un plébiscite de tous les jours. Ça veut dire que le vivre ensemble se construit au quotidien. Ce n'est pas un acquis naturel, ce n'est pas un acquis perpétuel. Il peut arriver que ce vivre ensemble soit mis en mal, mais à chacun, dans les différents segments que nous occupons dans la société, de faire en sorte de maintenir la cohésion sociale et de maintenir ce vivre ensemble pacifique. Je pense que la sortie du ministre de l'Intérieur procède de ce que, en tant qu'autorité publique, il a le devoir d'alerter, le devoir de prévenir les éléments qui sont jugés susceptibles de mettre en mal notre vivre ensemble. C'est une démarche régalienne qui, à mon sens, a tout son sens, toute sa justification, parce qu'il faut que chacun sache que le vivre ensemble est un plébiscite de tous les jours. Dans notre plateforme, nous pensons que la démocratie doit faire en sorte de faire la synthèse des opinions, la synthèse des idées. Et depuis un temps, nous assistons à une querelle des idées entre les partisans du oui et les partisans du non. Et ils se renvoient la balle, certains disant que votre oui est un oui injustifié, d'autres qui ne comprennent pas la posture du non. Donc nous avons voulu faire cette sortie qui avait une dimension pédagogique pour donner notre position par rapport à cette querelle des idées et dire qu'aujourd'hui, nous pouvons désormais discuter des arguments du oui et des arguments du non. Parce que la mouture ou l'avant-projet constitutionnel a été remis au chef de l'État et nous avons déjà l'esprit de la constitution. Une constitution, ce n'est pas les articles en tant que tels, mais c'est l'esprit de la constitution. Quel est l'idéal que nous voulons pour notre pays? Et c'est à partir de cet idéal qui a été décliné lors de la présentation officielle de ce projet de constitution par le ministre de la Réforme que nous avons articulé notre argumentaire pour présenter aux Gabonais ce qui nous a amené à promouvoir le vote du oui. Il s'est agi de faire un benchmark entre les constitutions de 1961, les constitutions de 1991 et démontrer que cette constitution-là a des éléments plausibles de progrès. Et le premier élément plausible de progrès que nous avons décelé, c'est la question de la délimitation des mandats. Je pense que pour tout Gabonais, ça devrait être l'élément central à promouvoir dans ce projet de constitution. À savoir que la démocratie a pour essence l'alternance au pouvoir. Si un chef d'État vous dit, sans pression, sans revendication, que moi je suis pour l'alternance au pouvoir, et j'inscris sur marbre dans nos lois constitutionnelles la délimitation des mandats à 2. Je pense que c'est un esprit démocratique sans commune mesure, parce que nous voyons ailleurs ce que cette question a suscité comme bouleversement dans certains pays frères. Et donc, pour nous, au cadre de notre plateforme Expression citoyenne, nous pensons que c'est là l'élément moteur pour lequel nous appelons à voter pour oui. Parce que, au moins, l'alternance va féconder le progrès. L'alternance va féconder plusieurs styles de management. L'alternance va féconder le développement inclusif. Ça veut dire que lorsque vous êtes au pouvoir, que vous ayez bien fait ou mal fait, vous savez que vous avez un temps imparti. Lorsque votre temps est imparti,
un autre viendra continuer l'œuvre. Parce que la République, c'est une œuvre qui se relaie. Et ce relais-là ne doit pas être un relais politique ou un relais de conquête politique. Ça doit être un relais de succession démocratique. De sorte que ceux qui ont fait hier ne peuvent pas forcément avoir tout mal fait ou tout bien fait. Mais la continuité fera en sorte que chacun qui arrive après cherche à corriger ce qui n'a pas été bien fait sous l'ancien régime. Et c'est cela la fécondité démocratique que comporte comme élément principal cette constitution-là. Nous avons aussi aimé comme élément de progrès l'idée de constitutionnaliser la question du foncier. Ça veut dire que notre constitution a pris un tournant social important. On est sorti du tout politique. Et le foncier aujourd'hui est une question sociale très prégnante. Et aujourd'hui, l'avoir constitutionnalisé, ça veut dire que le président de la République ou le législateur va prévoir que sur la question du foncier, il y ait une boussole déjà établie. Parce que vous savez, lorsque cette question est constitutionnalisée, on donne le pouvoir aux magistrats de rendre justice. Or, souvent, les magistrats rendent des décisions de justice lorsqu'il n'y a pas une boussole fixée à travers le principe de la jurisprudence. Or, la jurisprudence, c'est une appréciation au cas par cas et qui dépend aussi des appréhensions des uns et des autres. Et souvent, les Gabonais ont été amenés à constater que les décisions de justice qui ont été rendues n'ont pas forcément été en faveur des Gabonais dans les différents conflits du foncier qui ont souvent opposé les Gabonais dits d'origine aux Gabonais devenus ou à notre frère expatrié qui se développe dans notre pays librement dans le cadre de la coopération, dans le cadre de la mondialisation. Donc c'est important d'avoir mis cette dose sociale dans cette constitution-là. Voici autant d'éléments qui nous ont amenés, nous, à penser qu'il y a matière à promouvoir cette constitution. Bien que nous ayons relevé quelques points qui, pour nous, ont paru comme étant des points de discussion. Pas des points de blocage, mais des points de discussion. Notamment la question des binationaux, la question de la limite d'âge. Toutes ces questions-là, nous avons estimé que ce pourrait être des points de discussion. Parce que vous savez, la Constitution et le référendum doivent avoir lieu sur un temps précis. Parce qu'il nous faut revenir à l'ordre constitutionnel. Or, la démocratie est d'essence ancrée sur le principe de la discussion. Ça veut donc dire que la discussion est intemporelle. Elle ne s'arrêtera jamais. Mais la Constitution doit être votée, le référendum doit avoir lieu. Les questions que nous allons juger comme étant des questions qui sont susceptibles d'évolution et ou d'amélioration, continuons le débat démocratique et voyons comment est-ce que ces questions peuvent avoir ces éléments d'évolution et ou d'amélioration. Mais ça ne doit pas être des questions qui amènent au blocage institutionnel, au blocage de la dynamique démocratique impulsée par la transition. Donc, nous avons essayé de faire cette synthèse-là pour dire, malgré ces éléments de discussion, qui ne sont pas des éléments de blocage, votons pour le oui au référendum pour faire en sorte que nous sortions de la transition, pour faire en sorte que nous retrouvions l'ordre constitutionnel. Donc, voilà un peu ce qu'a été notre démarche, une démarche que nous avons formulée en conviction, en cohérence et en raison. Et donc oui, nous avons appelé les Gabonais à voter pour le oui, pour la révision constitutionnelle, mais surtout pour le référendum à venir. Vous savez, la démocratie donne la possibilité à tout le monde de se positionner selon ses convictions. Mais moi, je suis attaché à certaines valeurs. Et dans la doctrine, qu'est-ce qu'une bonne constitution? Il n'existe pas de bonne constitution au monde. Les seuls qui se sont prévalus d'avoir érigé de bonnes constitutions, c'est l'Union soviétique en 1936, qui avait pensé que la constitution de 1936, l'Union soviétique, était l'une des meilleures au monde. Ce sont les Chinois, en 1954, qui ont pensé que leur constitution était l'une des meilleures au monde. Mais lorsqu'on regarde de très près, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit la Chine, ce sont des pays qui ne sont pas démocratiques, ce sont des pays totalitaires.
Donc il n'y a que des pays totalitaires où les gens pensent qu'il peut exister une bonne constitution. Or, dans les pays démocratiques, on ne peut pas avoir la prétention de se gargariser d'avoir érigé une bonne constitution. Cette notion est utopique. Donc, on va toujours pouvoir redire. C'est cela, la constitution d'une œuvre commune et collégiale. Mais ce qu'on doit retenir, ce sont les principes. Je ne pense pas que les amendements se soient forcément fondés, sans être dans ce cas de Dieu, sur les principes. Mais les amendements, c'est quoi? Un amendement, ce n'est pas forcément une remise en cause. C'est parfois des propositions d'écriture pour clarifier certaines compréhensions du point de vue des députés. Parce que si c'était une remise en cause, regardez, on a 800 amendements pour un texte de 194 articles. Ça veut dire que chaque fois que vous rajoutez une virgule dans un article à l'initial, c'est un amendement. Parce que vous avez ajouté une virgule, parce que vous estimez que la virgule a sa raison d'être. Même si vous mettez même un S que vous ajoutez, parce que vous estimez qu'il serait utile de parler plutôt au pluriel de telle ou telle démarche, c'est un amendement. Donc, les amendements ne remettent pas forcément fondamentalement en cause cette constitution dans son esprit et dans sa lettre. Les amendements, c'est peut-être pour permettre une compréhension plus générale à tout le monde. Parce que, vous savez, les députés qui sont assemblés, tous ne sont pas forcément des spécialistes du droit. Et c'est souvent des problématiques qui ne sont pas accessibles à tout le monde en termes de compréhension. Et donc, les députés, se muant dans leur pot de représentants du peuple, peuvent se dire, cette disposition-là, écrite comme ça, peut susciter une mauvaise compréhension. Nous voulons l'éclairer davantage, c'est-à-dire la rendre plus digeste pour la compréhension du peuple. Cela n'implique pas forcément une remise en question. Donc, les amendements aussi doivent être vus comme cette dynamique démocratique. Moi, je m'en le dis, nous sommes au Gabon en présence d'une transition militaire les plus démocratiques au monde. Donc, voici des députés qui ont été nommés par le pouvoir militaire qui font les amendements sur un projet constitutionnel proposé par le pouvoir militaire. C'est plutôt à saluer, au lieu de que cela soit vu comme un déni de ce que fait la transition. Non, c'est une expression libérale de ce qu'est notre démocratie, une démocratie libérale. Je pense que nous sommes de plein pied dans la démarche du vote référendaire avec le lancement de la campagne de sensibilisation de communication du ministère de l'Intérieur. Et donc, certainement, selon le calendrier de la transition, le référendum devrait intervenir courant novembre-décembre 2024. Et nous sommes aujourd'hui en début octobre, donc nous sommes désormais dans la pré-période référendaire. Et aujourd'hui, je pense que jusqu'à présent, les débats se passent en toute sérénité. La querelle des idées, ce qui est une expression démocratique, se fait en toute sérénité. Et il faut seulement faire en sorte que les uns et les autres comprennent la nécessité pour chacun et pour tous de ne pas s'accabouter sur des débats tranchés. Je pense que à la querelle des idées, il faut parvenir au consensus républicain. Parce que cette constitution-là va s'appliquer à tout le monde. Et elle sera l'émanation de la volonté générale. Donc, même lorsqu'on a des réserves à émettre, il faut toujours avoir l'idée de préserver le consensus républicain, et surtout de préserver la cohésion sociale. Et je pense que les Gabonais, tout le monde, nous acteurs politiques, ont l'intelligence de ne pas mettre notre vivre ensemble en péril, de ne pas mettre notre socialisation en danger. Et je pense que c'est à saluer davantage les efforts du président de la transition, qui en tant que militaire, jusqu'à présent, joue vraiment d'une parfaite partition le jeu de la démocratie, qui est un jeu de contradiction. Et c'est davantage une élévation de sa carrure d'homme d'État qui comprend bien qu'on ne peut pas caporaliser une société qui se veut démocratique. Et lorsqu'on assiste à certaines sorties de certains acteurs politiques sans être inquiétés, lorsqu'on voit la fécondité du Parlement dans sa propension à émettre des avis
sur le projet de constitutionnel, on comprend bien qu'il s'agit là de préserver quelque chose qui est très important pour notre pays, c'est le principe démocratique. Et c'est tout à mettre au crédit des militaires qui, génétiquement ou par formation, ne sont pas forcément accommodés à ces principes de démocratie. Et c'est donc un effort à saluer. Le président de la transition a véritablement se muer en acteur politique, mais surtout en promoteur de la démocratie. Nous parlions de rendre le pouvoir au civil. C'est là une posture civile. Et vivement que pour les échéances à venir, ils puissent davantage consolider ce principe de démocratie libérale et surtout que les élections post-référendum, c'est-à-dire les élections présidentielles, amènent dans notre pays l'idée de ne plus jamais connaître ce que nous avons vécu durant le dernier mandat, notamment pour les événements de 2016 et ceux de 2023 qui, grâce aux militaires, n'ont pas dégénéré parce qu'on avait toutes les conditions réunies pour que 2023 soit encore plus explosif que 2016. Dieu merci. Les militaires nous ont invité le saut vers l'inconnu et c'est l'occasion pour nous modestement, au nom de notre plateforme, de remercier le CTRI pour cette dimension hautement humaine, pour cette dimension hautement démocratique de leur management de la transition. Je vous remercie.